Bonjour à tous. Pour ce prérequis de l'écu d'andrologie qui aura lieu en avril, je vais vous parler de courbure de verge congénitale, qui est un motif fréquent de consultation en neurologie qui peut dérouter parfois le praticien qui n'est pas habitué et formé à ce type de pathologie et de chirurgie. Donc le premier point, bien sûr, ça va être de mettre en évidence et de différencier les différentes courbures qu'on peut rencontrer chez l'homme jeune, car on peut avoir des maladies de la péronie à 25 ans, c'est pas fréquent, mais on en voit. Dans ce cas-là, on voit une plaque, alors que chez les patients qui ont une courbure congénitale, cette courbure existe depuis toujours, retrouvée par l'adolescent ou par l'enfant, et il n'y a pas de plaque palpable. Alors c'est une pathologie assez peu fréquente, avec une prévalence faible, autour de 0,37 pour 1000 naissances, moins de 1%. Différentes hypothèses physiopathologiques ont été soulevées, comme un arrêt de développement des différentes structures de la verge, l'insensibilité ou le déficit en androgène, l'existence d'une anomalie structurelle de l'albuginée. Il existe une classification sur laquelle on reviendra plus en détail pendant le cours, la classification de Horton et Divine, et on va également rechercher l'association avec un hypospadia ou une cordée. On va également en parler un petit peu plus loin, une cordie. Alors, on va évaluer le retentissement psychologique déjà de cette affection. En fait, la plupart du temps, les patients viennent consulter pour une gêne, un questionnement, en tout cas, quant à la forme de leur verge par rapport à ce qu'ils connaissent, notamment de ce que racontent les copains, de ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Ils n'ont pas toujours eu des rapports, hein. Déjà, ils peuvent venir vous voir avant même d'avoir des rapports, et justement dans la crainte de rapports difficiles ou de rencontrer un échec, qu'il soit psychologique ou physique. Donc on va rechercher s'il y a donc déjà eu des rapports, si la sexualité est active, s'il y a eu du traumatisme, encore une fois dans le cas d'une maladie de la péronie. On va également lui demander de faire des photos en érection, les fameuses 3 incidences de Kellamy, avec une vue du dessus, une vue sur le côté et une vue par l'avant, toujours bien sûr en érection. À l'examen clinique, on va chercher un hypospade associé, une cordée, où on va retrouver un urètre fin, un corps spongieux atrésique, parfois fin, qui va tirer sur la face ventrale de l'albuginée et occasionner une courbure souvent ventrale. Est-ce qu'on va palper une plaque fibreuse, encore une fois, comme dans la maladie de la péronie, et on va mesurer la verge, comme toujours, en traction, depuis le pubis jusqu'à son extrémité. Alors, comment les prendre en charge? Déjà, il faudra attendre une taille de verge définitive avant d'envisager une prise en charge, dont la stratégie va être adaptée au retentissement psychologique, physique et au type de déformation, de malformation, notamment selon la classification de Horton et Divine. Et on va envisager un traitement chirurgical si la gêne devient importante ou que le retentissement psychologique est majeur et risque de bloquer le jeune adulte dans sa sexualité. Donc il faut les évaluer psychologiquement, voir s'il n'y a pas d'autres failles, d'autres faiblesses qui pourraient entraîner une pérennisation de la dysfonction sexuelle ou voire décompenser d'autres pathologies qui peuvent être sous-jacentes. Toujours informer de façon claire, loyale nos patients, notamment grâce à la fiche affût, en expliquant bien que le raccourcissement sera quasiment systématique, à part dans de rares cas dont on va discuter, et qu'il y a toujours un risque d'insensibilité du gland du fait des dissections des bandelettes neurovasculaires, l'existence d'un hématome post-opératoire, un retard de cicatrisation, enfin toutes les complications possibles. Et on peut aussi parler d'échec avec persistance d'une courbure, voire surcorrection. C'est des choses qu'il faut absolument, des informations qu'il faut absolument délivrer avant toutes ces chirurgies. Alors, les différentes techniques vont pouvoir être adaptées à l'existence d'une courbure ou de malformations associées au niveau du corps spongieux, de l'urètre ou du fourreau de la verge. Et on va pouvoir envisager une chirurgie uniquement du corps caverneux ou bien en associant une chirurgie du corps spongieux. On va parler d'urétrolyse, éventuellement de reconstruction d'urètre en 1 ou 2 temps, et donc un geste qui peut se faire en 1 ou 2 temps selon le programme envisagé. Alors, s'il existe effectivement une atteinte du corps spongieux, on va pouvoir proposer d'abord une urétrolyse. Donc souvent, on va libérer en partie la verge. Il restera souvent une courbure malgré tout, mais on aura libéré une partie de la courbure. Et donc, on va aboucher l'urètre plus bas. Donc, on peut être amené, dans ces cas-là, à proposer une reconstruction urétrale avec de la muqueuse buccale en 2 temps, selon la technique de Braca. Alors, en fonction
des stades dans la classification de Horton et Devine, on va pouvoir proposer d'emblée une urétrolyse seule, ou bien d'emblée une urétroplastie, comme un hypospad en fait, toujours avec de la muqueuse buccale. Et on pourra différer ou non le geste sur le corps caverneux. Ça, c'est quelque chose qui peut être dépendant de chaque opérateur et surtout des techniques qu'on va employer. Alors, les techniques les plus classiques, c'est bien sûr l'applicature. Il y a plusieurs types d'applicature, on y reviendra aussi. Il y a des applicatures avec ouverture du corps caverneux, où on va réséquer le corps caverneux, ou des applicatures où on va mettre des points non résorbables sans réaliser d'ouverture du corps caverneux. Alors, la technique de référence, effectivement, comme vous le savez tous, c'est le Nesbit, le plus souvent par voie coronale. Ici, on voit une ouverture du fascia de Buck, où on a réalisé ensuite une incision elliptique. Mais ça, on reviendra sur les détails de la technique toujours pendant notre cours très prochainement. Alors, d'autres types de plicatures, encore une fois, ici, on a des plicatures type Schroeder ou Yakia, où on va faire des incisions verticales et des fermetures horizontales, sans exciser de corps caverneux, mais en incisant le corps caverneux, alors que les techniques type applicature en 16 points, comme la technique de Tom Lou, qui n'est pas très pratiquée en France, en tout cas, moi pour ma part, c'est ce que j'utilise le plus, mais je sais qu'elle n'a pas forcément beaucoup de succès. Cette technique, on peut faire d'ailleurs une voie ventrale, on en reparlera également prochainement, des différentes voies d'abord. Pour ces chirurgies, on peut effectivement faire des voies d'abord électives, on n'est pas toujours obligé de faire un dégantage, on y reviendra. Et il y a aussi des plicatures un peu plus récentes, un peu moins classiques que le Nesbit et le Schroeder, c'est la technique de shear, où on va en fait refermer l'albuginée du corps caverneux sur elle-même, centrée souvent autour de la veine dorsale profonde de la verge. On reviendra sur les détails techniques juste après, alors que dans la technique de Schwarzer, on va proposer d'enfouir l'albuginée en réalisant l'applicature et on ne va pas exciser de corps caverneux. Alors voilà, technique de Scher, je vous montrerai d'autres schémas un peu plus précis. On va réaliser 2 incisions longitudinales sur le corps caverneux. On va refermer la couche la médiale sur elle-même, puis ensuite les 2 incisions latérales également sur elle-même, ce qui va en fait amener un mouvement de rotation des corps caverneux et permettre de redresser la verge sans perdre de longueur, en tout cas en théorie. L'autre technique est un petit peu équivalente, mais cette fois, on va simplement proposer d'enfouir l'albuginée du corps caverneux. Alors, c'est des chirurgies qui ont un impact psychologique important, et je crois que c'est important d'en parler dans ce cours, parce qu'on a affaire à des hommes jeunes qui n'ont pas, encore une fois, pas toujours débuté leur vie sexuelle. Donc, le shear, le S-C en français, je ne sais pas comment on pourrait le dire, le shear, j'ai envie de dire. C'est peut-être le questionnaire qui nous permet le mieux d'évaluer le retentissement psychologique, parce qu'on a une notion d'estime de soi. Et si on regarde les différentes courbes qui ont été réalisées, on voit clairement qu'on a une amélioration entre le préopératoire et le post-opératoire avec jusqu'à 2 degrés de confiance, d'intervalle de confiance, avec un petit p très faible sur notamment la confiance en soi. Encore une fois, c'est parfois juste pour cette raison que les patients viennent consulter et demandent une chirurgie, alors qu'ils ne sont pas forcément gênés dans leur sexualité. Alors là, c'est un vrai débat. Faut-il opérer les patients qui ne sont pas gênés mais qui en souffrent psychologiquement? C'est un débat qu'il faut avoir ensemble et je pense qu'on l'aura, parce que je pense que c'est très important lors de ce cours. C'est peut-être même le plus important. On voit aussi sur l'IEF qu'on a pu améliorer certains paramètres et surtout la satisfaction, encore une fois, avec un petit p très faible, inférieur à 0,01. Donc en conclusion, on va revenir plus en détail, encore une fois, pendant le cours sur sur cette pathologie. Ça nécessite une évaluation clinique précise, bien détaillée, avec des iconographies, des photos à mettre dans le dossier, une information qui doit être délivrée de façon claire, avec des fiches fournies. Et en cas de doute, envoyer le patient vers un psychologue, voire un psychiatre, est clairement recommandé. Si on sent que le patient reste fragile, avant d'envisager une chirurgie, encore une fois. Il faut bien dissocier les différentes techniques en fonction de l'atteinte du corps caverneux, du corps spongieux. On aura des techniques plus longues, en plusieurs temps, qui nécessiteront peut-être dans certains cas
une aptitude plus spécialisée encore, et on va pouvoir donc adapter sa stratégie chirurgicale à la demande du patient, au type de la déformation, aux malformations associées et également à la connaissance qu'on peut avoir dans ces pathologies, avec des techniques simples dans les cas simples et des techniques plus complexes qui peut-être nécessitent d'être pratiquées entre des mains expertes dans des cas plus complexes avec atteinte du corps spongieux de l'urètre. Je vous remercie.